Obama et Netanyahou, le grand désaccord autour du discours que le Premier ministre israélien doit prononcer au Congrès américain. Chacun campe sur ses positions avant la date prévue du 3 mars prochain. L'ex-patron du Fonds monétaire international entendu par les juges au procès du réseau de proxénétisme du Carlton, DSK a nié avoir organisé ou su qu'il s'agissait de soirées avec des prostituées. La Russie va construire une centrale nucléaire électrique en Égypte. C'est une annonce faite aujourd'hui lors de la visite officielle de Vladimir Poutine, que l'on voit ici aux côtés du président Al-Sisi. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Le feuilleton est donc loin d'être terminé. Il va sans doute durer jusqu'au 3 mars, date prévue pour donc ce discours que Benjamin Netanyahou doit prononcer devant le Congrès américain sans en avoir informé la Maison-Blanche. D'où le courroux de Barack Obama, réaffirmé encore hier soir lors d'un discours aux côtés d'Angela Merkel, et puis réaffirmé également aujourd'hui la position de Benjamin Netanyahou qui vient de déclarer il y a quelques instants, je cite, qu'il ne cherchait pas une confrontation avec Obama, mais qu'il est de son devoir de parler de la menace que représente l'Iran devant donc le Congrès américain. On va parler de tout cela, évidemment, parce que cela suscite encore beaucoup de questions. Ce soir, avec vous, Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On ira donc dans un instant à Jérusalem retrouver nos envoyés spéciaux après donc ce discours qui n'était pas programmé encore ce matin. Vous le voyez, Daniel Haïk, Faleh Habib, Elliot Schenberg pour les 3 chaînes d'i24 News et qui vont donc nous narrer ce qu'a dit en substance Benjamin Netanyahou à propos donc de ce très net refroidissement de nouveau entre la Maison-Blanche et Jérusalem. ההסכם הזה יאפשר לאיראן תוך שנים ספורות יכולת לייצר עשרות פצצות גרעין. From the perspective of U.S. interests, and I believe from the perspective of Israel's interests, although I can't speak for, obviously, the Israeli government, it is far better if we can get a diplomatic solution. כראש ממשלת ישראל, חובתי לעשות הכל כדי למנוע הסכם מסוכן זה. The Prime Minister and I have a very real difference around Iran. לכן אני נחוש לנסוע לוושינגטון ולהציג את עמדת ישראל בפני חברי הקונגרס והעם האמריקני. Alors, on a vu Netanyahou et Obama. Effectivement, est-ce que c'est plus d'ailleurs une brouille entre ces deux personnages qu'entre Israël et les États-Unis, Avi Pazner? Je l'espère. Parce que 2 personnages, ils sont là, et demain ou dans 1 an ou dans 3 ans, ils ne sont plus là. Dans 15 jours. Dans un mois. Mais non, je ne veux pas faire de commentaires politiques ici. Mais cette brouille, elle m'inquiète. Parce que, vous savez, Jean-Charles, moi, j'ai passé 7 ans aux États-Unis et j'y suis allé des dizaines de fois. Je connais les États-Unis. Et jusqu'à maintenant, il y avait une chose très importante. C'est que le soutien pour Israël, c'est ce qu'on a été bipartisan. C'est-à-dire, il n'y avait pas de différence entre républicains et démocrates. Et maintenant, il semble qu'avec toute cette polémique, et je n'entre pas maintenant dans la question qui est responsable de cette polémique, mais avec cette polémique, nous avons une polarisation, ok? Et c'est comme si Netanyahou se plaçait avec les républicains et les démocrates font rempart autour de Obama, ok? C'est malheureux, évidemment. J'ai connu beaucoup de désaccords entre les États-Unis et Israël. J'étais aux États-Unis pendant le fameux reassessment de Kissinger et de Ford. Et je me rappelle très bien le froid qui passait alors entre Ford et Rabin, ok? Pendant 6 mois, ils ne se sont pas parlé. Et puis, ça s'est arrangé. Je crois qu'en fin de compte, ce seront les intérêts stratégiques profonds
des deux pays qui vont prévaloir. J'en suis certain. Mais je crois aussi que nous allons passer par une période pas très agréable dans ces relations. Vous voyez le ping-pong entre Obama et Netanyahou. Netanyahou, pour le moment, il est très, mettons, très général. Il n'a pas dit le mot Obama, il n'a pas attaqué. Mais par exemple, hier déjà, Obama, dans sa conférence de presse avec Merkel, il n'a pas dit le mot Netanyahou, lui non plus, ok? Mais il a dit, vous, Madame Merkel, vous ne demanderiez pas de venir à Washington 2 semaines avant des élections. Donc c'est très clair. Et il y a là un clash personnel entre ces deux hommes qui ne s'aiment pas, qui ne se sont jamais aimés depuis le premier moment. Je me rappelle, il y a 5 ans, quand Netanyahou venait d'être élu Premier ministre et qu'il allait à Washington, j'ai été appelé avec d'autres pour essayer de conseiller. Et je lui ai dit, écoutez, la première chose à faire, c'est d'établir de bonnes relations personnelles avec le président américain. Et sur cette base, vous pourrez travailler. Ben, ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Ça n'a pas été entendu. Non, hein, depuis le premier moment, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, là, il y a un bras de fer, selon vous, pas Denis Charbit ou Oui, il y a un bras de fer. Il y a d'abord une rupture, effectivement, il faut le dire, avec la tradition des relations personnelles chaleureuses entre un Premier ministre israélien et un président américain. Il me suffit d'évoquer Nixon, Golda Meir, Clinton, Rabin, Sharon, Bush, Olmert et Bush. Je veux dire, on a toujours parlé de cette chimie particulière qui donnait l'ingrédient nécessaire pour que, dès qu'il y a un petit problème, une tension, un désaccord, cela se passe très bien. C'est vrai que là, ça n'a jamais eu lieu, ça ne s'est jamais produit. Et là, je dirais que la conjoncture électorale, je dirais, donne plus de, comment dirais-je, plus de stimulants à cette affaire. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'il y a toujours eu des relations très particulières, soignées entre le Premier ministre israélien et le président américain, il faut reconnaître également que de manière générale, l'homme politique préféré des Israéliens était toujours présent des États-Unis. Que ce soit Reagan, que ce soit Clinton, que ce soit Bush, alors qu'il était détesté en Europe. Or, là aussi, il y a eu un précédent. C'est-à-dire que, en même temps que Netanyahou n'a pas su, n'a pas voulu, n'a pas pu ressentir une relation forte avec Obama, il faut dire également que c'est la première fois dans l'histoire de la relation spéciale depuis 1967 à aujourd'hui qu'il n'y a pas une inclination, une sympathie, peut-être sauf au moment où il a été élu. C'est vrai qu'au moment où il a été élu, même en Israël, tout le monde appréciait, mais les attaques perfides, il s'appelle Barack Hussein, Obama, etc., ça a fleuri très vite, ça s'est épanoui et ça a été cultivé. Et je pense que si Netanyahou fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il sait que l'opinion publique israélienne n'aime pas Barack Obama et donc il n'est pas perdant. Je le rappelle, tout le monde se souvient, et Avi Pazner peut-être mieux que personne, quand James Baker a dit si vous êtes sérieux, à Shamir, si vous êtes sérieux, appelez-nous. 6 mois après les élections, c'était Rabin qui était le vainqueur. Alors je ne dis pas à cause de ce divorce-là, mais les Israéliens en général n'aiment pas qu'il y ait une tension. Et là, il faut bien dire qu'il y a quelque chose qui est nouveau pour nous tous. C'est-à-dire non seulement un président et un Premier ministre qui ne s'aiment pas, mais une opinion publique israélienne qui, d'une certaine manière, semble se ranger. Alors, sauf bien sûr, on peut se faire la distinction gauche-droite. Ceux qui sont plutôt centre et gauche diront que c'est très dangereux, etc. Je n'en suis pas certain, mais on voit bien ici que la dynamique électorale permet d'aller en quelque sorte jusqu'au bout. Mais j'aimerais, si vous me permettez encore une phrase... Les sondages montrent que les Israéliens ne sont pas d'accord avec Non, cette... ils sont partagés. Non, bien sûr qu'ils sont partagés, mais c'est toujours la même chose. C'est comme quand on a annoncé une création d'implantation, on n'a pas dit c'est pas bien de créer des implantations, c'est pas bien aujourd'hui, c'est pas bien maintenant. C'est une question de manque de finesse. Mais je voudrais peut-être aller plus loin et ne pas m'en tenir à cet aspect comme ça un peu people, si j'ose dire, de la vie politique, et dire que je pense qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette affaire. Et c'est pour ça que les Israéliens sont en partie derrière Netanyahou. C'est vrai qu'on est effectivement dans un climat électoral. C'est le fait que nous avons ici 2 cultures politiques totalement différentes. À savoir une culture politique, et là je reviens au débat sur l'Iran et sur l'accord, une culture politique qui dit
la seule manière réelle, profonde, sérieuse de régler un problème, c'est la guerre, c'est l'opération militaire. Il n'y a que ça qui change quelque chose. Et même si ça ne change pas grand-chose, c'est pas grave, c'est toujours mieux que chercher le compromis. Or, Barack Obama incarne une toute autre culture, celle qui est dégoûtée de l'intervention américaine en Irak, en Afghanistan, qui n'apporte rien et qui dit il faut chercher un accord. Et ce qui est peut-être regrettable, et c'est là où finalement il ne faut pas réduire uniquement les choses à l'affaire People, c'est qu'on n'a pas de débat en Israël sur est-ce qu'un accord finalement pourrait être, en dépit des risques qu'il soit violé, en dépit, est-ce que peut-être finalement un accord servirait mieux les intérêts stratégiques. Qu'est-ce que disent Tzipi Livni et Herzog? C'est pas Obama a une stratégie qui est bonne pour Israël. Ils disent non, 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 c'est vrai, c'est un danger, le nucléaire, mais il faudrait procéder autrement. Et je dirais que ce qui montre finalement un sorte de consensus israélien qui dépasse le rapport gauche-droite, en ce sens où ce que l'on critique aujourd'hui, c'est effectivement le timing, c'est la manière, c'est le côté... Donc la forme, pas le fond. C'est la forme, pas le fond. Vous êtes d'accord? Pensez qu'il faut J'aimerais quand même dire une chose, peut-être pas en défense de Netanyahou qui va sans invitation de la Maison-Blanche à Washington, mais de la préoccupation profonde, vraie et véritable de Netanyahou sur le problème iranien. Écoutez, je vois de temps en temps Netanyahou en petit comité, ok? Il n'y a pas de médias, il n'y a personne. Pour lui, pour Netanyahou, c'est vraiment le problème, c'est to be or not to be, c'est exister ou ne pas exister. C'est comme ça qu'il voit ça. Et il n'y a rien à faire. Alors on peut dire, c'est une obsession. Oui, c'est une obsession, mais peut-être a-t-il raison. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le Moyen-Orient, Israël, sans entrer dans les détails, est dans une position privilégiée sur le nucléaire, ok? Donc, s'il arrive quelque chose, par exemple, si Israël est attaqué par 3 pays ensemble et par l'Iran, prenons un scénario théorique, que l'Iran décide de dire au Hezbollah, vous attaquez Israël. Israël riposte. La Syrie entre dans le jeu. Ils sont en train de perdre. Les Arabes sont en train... Tout à coup, une menace nucléaire iranienne. Nucléaire. Pour le moment, ils ne l'ont pas, mais ils pourraient l'avoir. Ça change la donne complètement. Donc, Netanyahou voit les choses à long terme. Okay, et il le dit lui-même, il dit le danger, c'est pas pour demain. Peut-être quand le danger sera là, moi je ne serai peut-être plus Premier ministre. C'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans. Et lui, il essaye, au prix des relations avec Obama. Enfin, les relations avec Obama, bon, elles étaient déjà détruites avant, elles sont encore un peu plus détruites maintenant. Ça va être très difficile, sinon impossible, de les rebâtir. Il faudra vivre comme ça. Sauf si alternance. Sauf que, bien sûr, vous le dites toujours. D'après les sondages, ça me paraît peu probable, mais c'est possible. Okay. C'est possible, c'est possible. Donc, il a pris le risque. Netanyahou a consciemment pris le risque d'une confrontation avec la Maison-Blanche pour essayer, d'une façon maladroite, d'influencer les législateurs américains. Parce que comment est-ce qu'on peut influencer un législateur américain? Pas en allant faire un discours aussi beau soit-il, aussi fort soit-il, aussi applaudi soit-il. C'est en petit comité, c'est en parlant un à un. Parce qu'il a besoin, Netanyahou pense stratégiquement que oui, aujourd'hui il y a une majorité républicaine au Congrès, oui, ils peuvent adopter des mesures contre l'Iran. Mais il y a alors le veto du président. Et pour contourner le veto du président, il faut 2/3 du Congrès. Il y a des démocrates qui sont en faveur d'un durcissement vers l'Iran, mais il manque 30 à 40 voix, pour arriver aux 2/3. Donc Netanyahou cherche ces 30 à 40 voix. C'est pas par un discours tellement contesté qu'il les aura, Il a peut-être raison, mais c'était pas la bonne manière de s'y prendre, Et le prix à payer pour Israël peut être sérieux, parce que qui ne nous dit pas que l'autorité palestinienne, dans 3 semaines, dans 4 semaines, se présente encore une fois au Conseil de sécurité, avec l'idée d'établir un État palestinien. Qui est-ce qui va faire le veto? La Russie? La France? Non, c'est seulement les États-Unis.
Et est-ce que Netanyahou aujourd'hui est-il dans une position de prendre le téléphone et d'appeler Obama et de lui dire « Écoute mon cher ami, on a un problème à l'ONU, s'il te plaît, veto ». C'est ça le problème, c'est ça le prix que peut-être nous payons. Alors, mais je voudrais qu'on continue à parler de ça, mais je voudrais juste qu'on revienne justement en image sur les déclarations des uns et des autres, en revenant justement sur ce qui a été dit. On ira ensuite à Jérusalem, où Netanyahou, je vous le disais, vient encore de prononcer un discours, d'abord en image avec Leslie Rezoug. Le feuilleton diplomatique entre Israël et les États-Unis continue. Le 3 mars prochain, Benyamin Netanyahou doit s'exprimer devant le Congrès et le Sénat réunis à l'invitation du président républicain du Congrès, John Boehner. Problème, cette visite interviendrait 2 semaines seulement avant les élections législatives israéliennes, une décision qui déplaît fortement au camp démocrate. Il dénonce notamment une manœuvre politique car John Boehner est considéré comme particulièrement pro-israélien sur la question du nucléaire iranien. Si Nancy Pelosi, la chef de file de l'opposition, a exprimé son désaccord, le vice-président Joe Biden a également refusé d'être présent. Tout comme le président Obama qui ne compte pas recevoir Benyamin Netanyahou, prétextant des raisons protocolaires. Malgré la désapprobation du président américain, le Premier ministre israélien reste inflexible. Il compte bien défendre sa position sur le nucléaire. Selon les rapports que je reçois, cet accord va permettre à l'Iran, dans quelques années, de fabriquer des dizaines de bombes nucléaires. Et en tant que Premier ministre d'Israël, il est de mon devoir de tout faire pour empêcher cet accord dangereux. C'est pourquoi je suis résolu à aller à Washington pour présenter la position d'Israël aux membres du Congrès. Un discours que récuse Barack Obama, qui craint surtout que Benyamin Netanyahou ne fasse pencher le Congrès après des mois de négociations tendues avec Téhéran. Un travail de sape dénoncé par les autorités américaines, alors que Barack Obama l'a annoncé, il n'y aura pas de nouvelles négociations avec Téhéran après la date butoir du 31 mars. Et pour tenter de faire plier Benyamin Netanyahou, le président américain n'a pas hésité à sous-entendre que l'aide militaire américaine à Israël pourrait être drastiquement diminuée. La relation américano-israélienne dépasse les partis politiques. Il s'agit d'un lien indissoluble et pour nous, la sécurité d'Israël est essentielle. C'est aussi le cas des valeurs communes que nous partageons. La meilleure façon de la préserver est de s'assurer qu'elle n'est pas assombrie par ce qui pourrait être perçu comme la politique partisane. Que ce soit vrai ou non, c'est quelque chose que nous devons éviter. L'inimitié entre les deux hommes semble prendre un tour plus politique que jamais. Barack Obama et Benyamin Netanyahou campent toujours sur leur position. Alors que l'échéance électorale approche, le Premier ministre israélien semble plus décidé que jamais à empêcher un accord entre les Occidentaux et Téhéran sur le nucléaire. Alors, est-ce qu'il y a un vrai risque pour Israël, comme le disait Avi Pazner? Est-ce que ça peut avoir des conséquences finalement dans les rapports avec les Américains, que ce soit le veto à l'ONU ou autre? Ce serait quand même un tremblement de terre. Ce serait quand même un tremblement de terre. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Et je ne suis pas encore convaincu que Obama va tirer parti des 2 ans qui lui restent encore pour aller jusque-là, parce que je pense qu'il est sincère lorsqu'il dit que la relation israélo-américaine est une relation qui dépasse l'aspect partisan de la vie politique américaine. Non, je dirais que je suis d'accord avec l'analyse d'Avi Pazner. C'est-à-dire, je pense que Netanyahou est convaincu qu'il est le Churchill face au Chamberlain qu'incarne aujourd'hui Barack Obama. On est en 1938, et cet apaisement, il veut l'éviter à tout prix. Et donc c'est pour l'histoire, en quelque sorte, qu'il fait ce discours-là. Mais bien entendu qu'il y a la conjonction des élections, et qui fait que, voilà, on appréciera, ça permet d'une certaine manière de faire en sorte que l'agenda politique reste autour des affaires de sécurité, des affaires politiques, des affaires extérieures de la relation israélo-américaine, en sachant que l'opinion publique, certes, n'apprécie peut-être pas cette montée aux extrêmes, mais quelque part,
c'est un homme, il y a à côté comme ça une sorte de machisme. Mais je pense qu'il y a vraiment la conjonction des deux. Il y a à la fois l'échéance électorale, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec Pazner, si ce n'était qu'une question d'efficacité, mais à ce moment-là, on va rencontrer les démocrates et les républicains dans une antichambre fermée. On prend même l'initiative d'aller voir Barack Obama. Mais on ne fait pas, je dirais, cette gesticulation qui sera malgré tout destinée à l'opinion publique israélienne. Mais encore une fois, ça fait déjà plusieurs années que j'ai parlé d'une érosion lente. Et je pense qu'on est effectivement dans cette érosion lente qui semble toucher aujourd'hui Barack Obama et Netanyahou. Mais en même temps, si ce n'est qu'à la merci de ces deux hommes, alors effectivement, nul n'est irremplaçable, ni l'un ni l'autre. Si ce n'est pas maintenant que dans un mois, ce sera dans 2 ans, etc. Mais je crois qu'il faut rester encore sur ce scénario-là. Évidemment que si Barack Obama, pour telle ou telle résolution, ne mettait pas son veto à l'ONU, là, on assisterait à un vrai changement de politique. Et là, pour le coup, l'affaire israélienne, qui a toujours été un consensus entre les deux parties, cesserait de l'être. Ce serait une nouvelle donne dans les relations israélo-américaines. Et il y a aussi autre chose, professeur Charbet. Il y a aussi la question qui a été mentionnée maintenant, l'allusion faite à l'assistance militaire américaine à Israël. C'est la première fois qu'un président américain, personnellement, fait une allusion comme ça. Et ça peut faire changer le débat en Israël. Ça peut faire changer le débat en Israël. Parce que vous avez raison, Denis Charvet, vous avez raison. Les Israéliens n'aiment pas Obama. Électoralement, ça joue bien pour Netanyahou de mettre l'Iran au milieu de la campagne électorale au lieu de parler des habitations et du coût de vie et tout ça. C'est très bon. Mais si l'Amérique vraiment commence à démontrer que soudainement, personne ne veut nous recevoir au Pentagone. On ne reçoit pas ça. Il y a une motion au Sénat de couper, mettons, l'aide militaire de 50%. Là, les Israéliens vont s'inquiéter. Okay ? Je ne sais pas si nous avons le temps pour ça. Il y a 1 mois jusqu'aux élections. Mais si des mesures concrètes américaines sont prises avant les élections en Israël, ce qui est évidemment une ingérence américaine dans les élections en Israël, ça peut faire changer l'opinion publique qui pourrait avoir peur, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas veto, ce Conseil de sécurité. Ils comprennent qu'Israël doit être fort, bien armé et technologiquement supérieur à ses voisins. Et si quelqu'un met en doute cette équation, ça peut donner à penser à quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de gens, et ça peut avoir une influence électorale en Israël. Moi, je dirais que ce qui est inquiétant, me semble-t-il, c'est qu'il y a quand même, sous-jacent à ce discours-là, une sorte de représentation d'Israël seul contre tous, alors que toute la philosophie de la diplomatie et de la sécurité israélienne a toujours reposé sur le fait qu'Israël n'est pas seul. Je vous rappelle que c'est les propos d'Obama. You are not alone. Vous n'êtes pas seul. Et traiter, parce que c'est pas simplement la négociation avec l'Iran, c'est pas les Américains tout seuls. Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a les vrais alliés d'Israël, qu'on le veuille ou non. On en a d'autres, c'est la Chine, c'est la Russie. Je veux dire, et là, il y a... Lieberman pense que c'est... Oui, je sais bien. Mais là, je trouve que, quelque part, il y a une sorte... Et c'est là où le climat électoral pèse un peu trop lourd. C'est-à-dire qu'il y a une sorte... On est un peu comme grisé par ce côté un peu Superman, en oubliant l'équation. Il faut quand même mettre les choses au point. Je ne sais pas ce que c'est que cet accord. Je ne sais pas s'il est bon, s'il n'est pas bon, qu'est-ce qu'il propose. Mais, je veux dire, est-ce que nous, les Israéliens, on a une expérience en matière de désarmement, en matière de contrôle des armements, etc. Je veux dire, les Américains, les Français, je veux dire, c'est des années d'expérience en la matière. Vous pensez qu'ils sont naïfs, qu'ils sont... Et là, je trouve qu'on joue un peu avec le feu, avec cette manière un peu, je dirais, un peu méprisante de penser qu'on a toujours raison et que les autres... Alors, je ne dis pas qu'on n'a peut-être pas un angle à montrer, à mettre l'accent sur des choses sur lesquelles peut-être les autres ne sont pas aussi sensibles, mais il y a quand même une chose qu'il faut quand même dire. Vous avez parlé justement de l'instabilité. Pourquoi finalement il y a cet accord? Parce que ce que se disent les Américains, les Allemands, les Français et les autres, c'est peut-être que l'Iran
peut devenir demain un facteur de stabilité dans une région qui en manque. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs stables dans cette région. Et l'Iran pourrait le devenir. Alors je vois bien ce qui peut me faire peur, moi aussi. Et je comprends bien l'inquiétude que nous pouvons tous avoir, y compris eux-mêmes. On aimerait bien qu'ils le soient peut-être un peu plus. Mais cette représentation, encore une fois, de Israël contre tous, je dis, mais c'est tout cela. Ce sont ceux qui nous ont toujours soutenus pendant des années. Et Israël n'a pas aujourd'hui de partenaire de rechange. Vous avez complètement raison, en tant que diplomate qui toujours cherche à avoir le plus d'amis possible. Moi aussi, je suis troublé par cette vision de voir un Israël seul, même si c'est très biblique. Oui. C'est écrit dans la Bible. Am levada dishkon, c'est-à-dire Israël est là, tout seul contre tous. Mais ce n'est pas une bonne chose dans l'état actuel de la situation internationale, surtout si vous regardez ce qui se passe autour de nous. Daesh, Al-Qaïda, dans le Sinaï, sur le Golan, Hezbollah au Liban. On ne peut pas se permettre d'être seul. Il nous faut des alliés. Il faut au moins un allié sûr, un allié sur lequel on puisse compter. Et c'est pour cela que moi, qui connais bien ces relations avec l'Amérique, j'espère beaucoup qu'immédiatement après les relations, qui que ce soit le Premier ministre, on va commencer à travailler pour réparer ces relations de la base. Même si ce n'est pas au niveau entre chefs d'État, il y a d'autres niveaux de travail. Donc ça peut se réparer, c'est pas abîmé. Même ce discours au Congrès qui aura lieu maintenant, on peut en être sûr, hein, on ira tout à l'heure à Jérusalem retrouver Daniel Haïk, mais bon, il est maintenu, ça ne va pas abîmer quand même. Moi, je pense que le fait que ça s'exprime à haute voix, c'est la preuve qu'on ne veut pas toucher le noyau dur. C'est-à-dire le fait que ça se réduise à ces phrases un petit peu incisives, un peu assassines, un peu perfides, pour moi, c'est encore le signe qu'on ne veut pas toucher au noyau dur. Parce que si Obama voulait aller plus loin, il n'aurait pas besoin de faire de phrases. Il a des moyens financiers, diplomatiques qu'il utiliserait. Et donc, pour l'instant, le fait que ce soit une sorte de querelle de ménage, voilà, je dirais que c'est une sorte de querelle de ménage. On ne va pas divorcer, mais on exprime à haute voix qu'on ne s'aime pas tous les deux. On se défoule. On se défoule, voilà. Donc, c'est ce qui me permet de penser que ça n'ira pas plus loin pour l'instant. Bon, en tout cas, ça va évidemment continuer dans les semaines qui viennent, parce qu'en plus, il y a la campagne électorale. Il y a aussi une polémique pour savoir si ce discours au Congrès doit être retransmis à la télévision israélienne, ce qui évidemment là aurait clairement une connotation électoraliste. De tout cela, on va continuer de parler. On ira à Jérusalem dans un instant retrouver Daniel Haïk, et puis vous entendrez un extrait donc du tout dernier discours que vient de prononcer Netanyahou à propos justement de cette polémique avec la Maison-Blanche. Merci à Avi Pazner, merci à vous Denis Charvit, et puis on ira également en Syrie et puis en Égypte où eh bien, la Russie a annoncé aujourd'hui la construction d'une centrale nucléaire électrique civile. Donc cette fois, il n'est pas question de nucléaire militaire, mais de nucléaire civil en Égypte. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Merci à vous. Le grand désaccord entre Obama et Netanyahou à propos du discours que le Premier ministre israélien doit prononcer au Congrès américain. À l'instant, le Premier ministre israélien réaffirme son droit d'aller prononcer ce discours car il en va de la survie de l'État d'Israël face à la menace nucléaire iranienne. L'ex-patron du Fonds monétaire international entendu par les juges au procès du réseau de proxénétisme du Carlton à Lille, DSK nie avoir organisé ou su qu'il s'agissait de soirées avec des prostituées. La Russie va construire une centrale nucléaire électrique en Égypte, annonce faite aujourd'hui lors de la visite officielle de Vladimir Poutine aux côtés du président Al-Sisi. Et on revient donc à ce feuilleton autour du discours que doit prononcer Benjamin Netanyahou au Congrès américain le 3 mars prochain. On a vu toutes les conséquences que cela pourrait avoir dans les relations israélo-américaines. Mais ce soir, Benjamin Netanyahou, lui, fait front. Il maintient son voyage et ce discours donc au Congrès. Il est à Jérusalem, où il a d'ailleurs prononcé un discours il y a quelques instants, allocution que vous avez suivie. Daniel Haïk, bonsoir, vous êtes devant justement le bureau du Premier ministre. Oui, bonsoir Jean-Charles. Effectivement, on peut dire que Benjamin Netanyahou persiste et signe. Il reconnaît qu'il y a un différend entre Israël et les États-Unis concernant la menace du nucléaire iranien, mais il affirme que le différend, qui est surtout un différend entre Benjamin Netanyahou
et le président Barack Obama n'est pas vraiment un différend personnel, mais que c'est un problème de fond, un problème d'interprétation, et que pour Binyamin Netanyahou, il est clair que l'accord vers lequel on s'achemine entre les puissances occidentales et l'Iran est un accord dangereux, est un accord qui n'est pas bon, qui risque par la suite de provoquer, de faire de l'Iran un pays nucléaire qui menacera l'existence de l'État d'Israël. Et il a donc l'intention, il persiste et signe à ce niveau-là aussi, il a l'intention d'aller à Washington le 3 mars pour parler devant le Congrès, parce que pour lui, le Congrès, c'est d'une certaine manière l'élément déterminant qui peut peut-être faire pencher la balance du côté de la position américaine. On le sait, le Premier ministre israélien a depuis le début du dossier iranien une position jusqu'au boutiste. Il refuse toute possibilité de compromis, et cela va bien entendu à l'encontre de la position du président Obama, qui lui est favorable à un compromis pour différentes considérations, en particulier des considérations géopolitiques de la région, pour éventuellement faire de l'Iran un de ses alliés. Et pour l'instant, donc, Binyamin Netanyahou affirme que c'est un problème de fond, et que si effectivement cela devait affecter d'une manière ou d'une autre les relations bilatérales entre Israël et les États-Unis, eh bien le jeu en vaudrait la chandelle, parce que finalement, eh bien la menace que représenterait l'Iran pour l'État d'Israël est encore plus dangereuse que les relations affectées entre les deux pays, entre les États-Unis et Israël. Alors Daniel, il y a également des pressions en Israël, ici même, pour que Netanyahou n'aille pas à Washington. Oui, il y a des pressions, bien entendu. En Israël, il y a des pressions de la part de la gauche et du centre en Israël. Et là, on tombe effectivement dans le débat électoral. Ce débat que Binyamin Netanyahou veut à tout prix officiellement éviter, eh bien, il est bien clair ici. Les positionnements sont évidents. À gauche et au centre, on appelle Binyamin Netanyahou à ne pas se rendre à Washington le 3 mars pour parler devant le Congrès, car cela affecterait et affecte déjà, selon eux, la relation entre les deux pays, entre l'État d'Israël et les États-Unis. Bien entendu, à droite, on affirme qu'il faut que Binyamin Netanyahou fasse écouter la voix d'Israël et se présente d'une certaine manière comme le défenseur de l'État d'Israël face à la menace iranienne. Et d'une certaine manière, Binyamin Netanyahou a décidé qu'effectivement, même de ce point de vue-là, il est préférable qu'il aille jusqu'au bout. Même du point de vue électoral, c'est pour lui un jeu gagnant-gagnant, win-win pour Binyamin Netanyahou. S'il arrive à Washington et s'il parle devant le Congrès, même s'il y a une partie des élus démocrates qui ne seront pas présents, même si Joe Biden ne sera pas derrière lui, eh bien cela, d'une manière ou d'une autre, cela renforcera sa position face à un électorat qu'il convoite depuis le début de la campagne électorale, en perspective du 17 mars, l'électorat de droite. Et donc Binyamin Netanyahou, qu'il réussisse, qu'il fasse un bon discours, ou qu'il soit dans une position peut-être embarrassante devant le Congrès, eh bien c'est pour lui un jeu gagnant-gagnant du point de vue électoral. Merci beaucoup Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem, juste derrière vous, donc le bureau du Premier ministre où Benyamin Netanyahou s'est exprimé il y a environ une demi-heure. En voici un extrait. Il y a eu des désaccords concernant la sécurité d'Israël entre des premiers ministres israéliens de droite comme de gauche et des présidents américains des deux partis. Aucun de ces désaccords n'a mené à une rupture des relations entre Israël et les États-Unis. Au contraire, au fil du temps, nos relations se sont renforcées. Et aujourd'hui, un profond désaccord sépare Israël, l'administration des États-Unis et les autres grandes puissances concernant la proposition faite à l'Iran. Cette proposition permettra à l'Iran de menacer l'existence d'Israël. Un régime qui s'engage formellement et explicitement à anéantir l'État d'Israël pourra rapidement accéder à l'arme nucléaire et dans quelques années pourra produire des armes nucléaires de manière industrielle pour mettre à bien cet objectif. Il ne s'agit pas d'un désaccord personnel entre le président Obama et moi. J'apprécie énormément le soutien qu'apporte le président à Israël dans de nombreux domaines. Et de la même manière, je suis certain qu'Obama comprend que mon devoir absolu est de garantir la sécurité d'Israël. Je pars aux États-Unis pas parce que je cherche la confrontation avec le président des États-Unis, mais parce que je dois remplir mon devoir d'aborder un sujet qui menace notre existence. J'ai l'intention d'en parler avant la date butoir de l'accord qui tombe le 24 mars.
Et j'ai l'intention de parler face au Congrès, car le Congrès pourrait avoir un rôle important et influent sur l'accord nucléaire avec l'Iran. Voilà donc discours prononcé il y a environ une demi-heure à Jérusalem. Alors les Israéliens maintenant, qu'en pensent-ils? Eh bien les sondages montrent que malgré la proximité de la campagne électorale, ils sont quand même très partagés sur l'opportunité de ce discours que doit prononcer Netanyahou au Congrès. Voici quelques réactions justement recueillies dans les rues aujourd'hui de Tel Aviv par Maxime Pérez. Je pense que Bibi et le reste du gouvernement sont malheureusement tous des menteurs. On ne peut faire confiance à personne. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Ce sont les États-Unis qui décident et pas lui. C'est ce que je pense. Pas question. Il doit aller là-bas et dire tout ce qu'il a à dire sur l'Iran et représenter dignement Israël. Les États-Unis sont nos seuls partenaires. Alors je suppose que si ça crée une gêne aux États-Unis, alors oui. Obama ne peut pas faire ce qu'il veut avec notre pays. Bibi prend soin de nous. Je pense qu'il doit y aller et faire passer le message. C'est un message très important. Oui, je pense qu'il doit annuler son discours au Congrès. Nos relations avec les États-Unis sont beaucoup plus importantes que son ego. Netanyahou ne doit pas y aller. Il doit aussi libérer le poste de Premier ministre, si possible. Ça arrivera dans un peu moins de 2 mois. Voilà, et puis bien sûr, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec notre page spéciale élection à Israël 2015 avec un débat où il sera encore évidemment question de ce sujet. En France, une journée cruciale au procès de l'affaire dite du Carlton. Cela se passe à Lille, dans le Nord, accusé de proxénétisme. L'ancien président du FMI, Dominique Strauss-Kahn, était appelé à témoigner aujourd'hui pour la première fois. Il a nié en bloc toutes les accusations, affirmant même n'avoir jamais eu recours à des prostituées. Léa Berdugo. Un accueil en grande pompe. À son arrivée au tribunal de Lille, Dominique Strauss-Kahn fait face aux cris de 3 militantes fémènes. Mac, client, déclaré coupable, autant de qualificatifs adressés aux accusés. L'une d'elles se jette même violemment sur le capot de la voiture de l'ancien directeur du FMI, car son témoignage est plus qu'attendu ce mardi. Ni crime ni délit, DSK estime n'avoir rien à se reprocher. Pour le juge d'instruction, l'ancien haut responsable était au courant de la présence de prostituées, mais l'accusé est catégorique, il l'ignorait. Il consolide ainsi sa ligne de défense dans un procès où il apparaît pour proxénétisme aggravé. Au début de la séance, le président du tribunal met les 4 prévenus du jour debout devant leur juge. Leurs rôles sont ainsi déclinés. Fabrice Paskowski, un proche de DSK, et David Roquet, ancien directeur d'une filiale des Phages, sont qualifiés d'organisateurs, recruteurs et payeurs. Le policier Jean-Christophe Lagarde est lui désigné comme l'accompagnateur. Le rôle de DSK a été beaucoup plus débattu, mais il reste formel, ce n'est pas l'organisateur de ce genre de soirée. Et l'actuel consultant va même plus loin, j'ai horreur des relations avec des prostituées, dit-il. Bon point pour sa défense, Mounia, l'une des ex-prostituées qui s'est portée partie civile, déclare à la barre n'avoir jamais parlé d'argent. Cependant, elle réaffirme avoir été au courant de l'identité de DSK. Elle évoque avec émotion un rapport brutal mais consenti. C'est son sourire qui m'a marqué du début à la fin. Il avait l'air content de ce qu'il faisait, souffle la jeune femme. Dominique Strauss-Kahn a 2 jours et demi pour se disculper. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 1 500 000 € d'amende. Un procès qui va se poursuivre évidemment dans les jours qui viennent. Et puis on a d'abord cru à un acte antisémite en France aujourd'hui dans le 16e arrondissement de Paris où un homme a été interpellé après avoir peint le mot juif sur 26 véhicules en stationnement. Vous en voyez quelques images. Il n'y avait pas de signature autre que ce mot, mais il semble en fait que le suspect avait procédé à une mise en scène pour changer de logement social. Il avait été interné à plusieurs reprises dans un hôpital psychiatrique. Par ailleurs, les services antiterroristes ont interpellé à Marseille 4 personnes, dont un mineur, qui ont proféré des menaces de mort contre des membres du consulat d'Israël de la ville de Marseille, et ce, sur les réseaux sociaux et notamment le réseau Facebook. En Tunisie, une cérémonie d'hommage a lieu ce soir, un mois après l'attentat de l'hypercacher de Vincennes. L'une des victimes, Yoav Attab, était originaire de Tunisie, où vit d'ailleurs toute sa famille. Et on va retrouver justement devant la synagogue de Tunis où a lieu cet hommage l'un de nos envoyés spéciaux, Anthony Lesme.
Oui, bonsoir Jean-Charles. Nous sommes devant la grande synagogue de Tunis où on honore la mémoire du jeune Yoav Attab, 21 ans, qui a été assassiné il y a plus de 30 jours à Paris. Beaucoup d'officiels se sont déplacés ce soir. Il y avait des responsables de partis tunisiens, mais aussi des officiels communautaires juifs français ou tunisiens qui se sont déplacés. On a vu aussi l'ambassadeur de France qui vient juste de passer. On a vu aussi beaucoup d'anonymes français qui sont venus simplement depuis Paris en soutien, même s'ils ne connaissaient pas la victime, juste pour apporter leur soutien et leur chaleur dans ces moments de recueillement. D'ailleurs, les prières ont commencé et il va y avoir un discours inaugural. Je remercie même toutes les familles qui sont venues ici, on a vécu ensemble. Et là, j'ai dit dans mes yeux, mon fils, il est encore vivant. Ce que je vois que tout le monde est non respecté, on dirait un mariage, on dirait pas les choses. La Belgique s'apprête à juger un important réseau djihadiste, réseau qui envoyait justement des jeunes se battre en Syrie. Le procès va débuter demain à Anvers. Mathias Inbach. L'un des plus grands procès en Europe de prédicateurs et de djihadistes. C'est ce mercredi que les juges belges de la ville d'Anvers doivent rendre leur verdict à l'encontre de 46 hommes accusés d'être partis en Syrie, participer au combat aux côtés de l'État islamique. Pour leurs proches, au-delà des peines de justice qu'encourent leurs enfants, c'est une vie qu'il faut totalement reconstruire. Pour certains, la peine est insurmontable. Il a été rejeté de son équipe de football et puis il est devenu très déprimé. Et ces jeunes Marocains en ont profité. Ils l'ont présenté immédiatement à Sharia for Belgium et à Monsieur Fouad Belkacem. Et le véritable enfer de ma vie a commencé. Mon fils est en Syrie. Si quelque chose arrive, ce que je peux faire, rien. Chaque jour, je ne peux pas dormir, je pense à lui. Il ne s'est pas passé un jour sans que je pense à lui en pleurant. Anvers est une ville en état d'alerte depuis les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher à Paris et les récentes opérations antiterroristes de la police belge. À l'instar de Brian de Mulder, Jason Bontink a été converti à l'islam. Il reste à ce jour un témoin clé dans le procès sur des accusations de terrorisme des dirigeants de Sharia for Belgium. Son père décrit un système apparenté à une secte. Nous avons vraiment assisté au processus de radicalisation. Et pourquoi est-ce arrivé? Parce qu'il a été sélectionné et recruté dans cette mosquée par les frères de Sharia for Belgium. Ils ont leurs membres partout, comme fait n'importe quelle secte, pour convaincre les gens, pour montrer qu'ils sont mieux, pour croire à leur mosquée, pas celui des mosquées traditionnelles. Ils cuisinent ensemble, font du sport ensemble, les mêmes tactiques que toute secte. Plus de 350 Belges sur un pays de 11 millions de personnes seraient partis en Syrie, participer aux opérations de l'État islamique. La visite de Vladimir Poutine en Égypte a décroché sur un accord sans précédent aujourd'hui. La Russie va construire en Égypte la première centrale nucléaire électrique. Un rapprochement majeur donc entre Moscou et le Caire. Julia Ganancia. Impossible de l'ignorer, des portraits de Vladimir Poutine ont été placardés partout au Caire à l'occasion de sa visite d'État en Égypte, la première depuis 10 ans. Et le président égyptien, boudé ces derniers temps par l'Europe et les États-Unis, compte bien démontrer que ses relations avec le président russe sont au beau fixe. Pour preuve, les deux pays auraient signé un protocole d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire pour la production d'électricité dans la région de Daba. Nous nous sommes aussi mis d'accord sur une coopération dans les domaines de l'énergie, y compris l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Dans ce duo, chacun y trouve son compte. Alors que le président égyptien est accusé par de nombreuses ONG de diriger un régime plus répressif encore que celui d'Hosni Moubarak, la Russie, elle, n'a jamais émis la moindre remarque sur cette question. Moscou, isolé et critiqué dans la crise ukrainienne, tente un rapprochement diplomatique et économique avec le plus peuplé des pays arabes. De son côté, le Caire a besoin que Moscou investisse en Égypte, notamment dans les domaines industriels et pétroliers. Lorsque nous aurons atteint les décisions finales, nous construirons une centrale nucléaire pour créer de l'électricité et établir une nouvelle section de l'économie égyptienne. La Russie étant le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde, la question de l'armement a forcément été évoquée lors de cette rencontre. En septembre, des médias russes avaient assuré que l'Égypte et la Russie s'étaient accordés sur la livraison d'hélicoptères et d'avions de combat pour 3,5 milliards de dollars financés par l'Arabie Saoudite. Mais depuis, plus rien n'a filtré sur le sujet.
Alors on en parle avec vous, Ali Waked, bonsoir. Consultant pour le monde arabe et musulman sur i24 News. C'est un symbole évidemment que cette centrale nucléaire, mais il y a un vrai rapprochement politique là entre la Russie et l'Égypte? Il y a un vrai rapprochement, mais c'est un rapprochement entre des anciens amis, Jean-Charles. Il ne s'agit pas d'une alliance, il ne s'agit pas d'une nouvelle amitié, mais c'est la reprise de relations, de très anciennes relations qui ont caractérisé les relations entre la Russie et l'Égypte. Abdel Fattah Sisi a besoin d'une superpuissance qui sera à côté de lui. Vladimir Poutine a besoin de sortir de l'isolement qui lui est imposé par la communauté internationale et jouer sur la cour du Moyen-Orient. C'est une cour très stratégique, très importante au moment d'une grande instabilité qui caractérise cette région. À mon avis, le but des deux dirigeants a été achevé. Vladimir Poutine a gagné une partie de la légitimité qu'il a perdue ces derniers mois, et Abdel Fattah Sisi, suite à certains échecs dont le régime égyptien a été muni par les attaques terroristes, par les derniers scandales, le match de foot, les 40 personnes qui ont été tuées, avait besoin des grands projets. D'ailleurs, le régime d'Abdel Fattah Sisi est caractérisé depuis ses débuts par les grands titres, par les grands projets, le nouveau canal, là maintenant la centrale nucléaire, et ça a pour but essentiellement d'attirer l'attention du public égyptien sur ces grands projets, sur les investissements futurs, pour qu'ils oublient un peu les soucis du quotidien. Et les soucis du quotidien sont très durs et sont très graves. Juste un mot, on sait que Vladimir Poutine va revenir au Moyen-Orient, sans doute en Israël et puis aussi dans les territoires palestiniens. Il veut jouer un rôle là aussi. Il veut jouer un rôle. Vladimir Poutine sent que dans la dernière phase de la période du président Obama, comme presque tous les acteurs de la région, à part peut-être la Syrie et l'Iran, sont pas satisfaits de l'attitude et de la politique américaine dans la région, essayent de trouver peut-être, il ne peut pas rentrer peut-être par la grande porte de la région, mais peut-être par une certaine fenêtre. Oui, la Russie veut jouer un rôle. La Russie veut équilibrer ce qui se passe en Europe avec la crise ukrainienne, dans le Moyen-Orient. Merci beaucoup Ali Waked. La Syrie à présent, avec la reprise des raids aériens qui visent l'État islamique. Cette fois, ce sont des avions des Émirats Arabes Unis qui ont mené ces frappes depuis le territoire jordanien. Tout un symbole évidemment afin de marquer la solidarité avec le pilote jordanien brûlé vif par le. Par ailleurs, ce soir, Barack Obama et les États-Unis ont confirmé la mort de l'otage américaine Kayla Mueller, détenue par l'État islamique. Léa Berdugo. La confirmation provient des proches et du pouvoir américain. L'humanitaire Kayla Mueller, retenue en otage par l'organisation de l'État islamique, est morte. Le président des États-Unis se dit consterné. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Kayla Jane Mueller. C'est un message envoyé par les djihadistes de l'EI à la famille de la jeune femme qui a permis de confirmer son décès, a précisé la Maison-Blanche. Les circonstances du décès de l'humanitaire n'ont pas été détaillées, mais Barack Obama a assuré que les États-Unis retrouveront et traduiront en justice les responsables de la mort de l'américaine. La jeune femme avait été enlevée à Alep, dans le nord de la Syrie, en août 2013. C'était le dernier otage américain à être retenu par l'État islamique. Dans une lettre qu'elle avait adressée à sa famille au début de l'année dernière, elle avait assuré que même en prison, on pouvait être libre. La mort de Kayla avait été annoncée vendredi par les djihadistes de l'EI. Selon eux, l'humanitaire a péri dans un bombardement de la coalition à l'extérieur de la ville de Raqqa. Plusieurs pays arabes et occidentaux participent aux raids de la coalition. La Jordanie a d'ailleurs récemment intensifié ses raids contre l'EI en réponse à l'exécution d'un de ses pilotes. Les Émirats Arabes Unis, qui avaient interrompu leurs raids, ont annoncé mardi les avoir repris. L'armée israélienne veut favoriser l'intégration des populations bédouines qui vivent dans le sud du pays afin de leur donner envie d'effectuer leur service militaire qui n'est pas obligatoire pour elles. Eh bien, c'est au lycée que l'armée a décidé d'agir. Reportage signé Maxime Pérez. Le lycée Hort de Salamé, dans le nord d'Israël. Un établissement technologique fréquenté exclusivement par la communauté bédouine. L'école accueille à titre expérimental le programme Salamé. Depuis 3 ans, il s'applique à une classe d'une vingtaine d'élèves qui demain s'enrôleront dans une unité logistique de l'armée israélienne. Le cursus qu'ils ont suivi a bien sûr été adapté dans cette perspective. Depuis la seconde, on suit une vraie formation professionnelle. Il y a un officier appartenant au corps logistique qui nous accompagne depuis toutes ces années. Ça nous aide au niveau de l'hébreu et de l'apprentissage des cours.
Nous retrouvons Madeleine quelques instants plus tard dans la salle de réunion du lycée. Aujourd'hui, elle et 3 autres étudiants en classe de terminale sont invités à rencontrer des officiers de Tsahal. Leurs résultats scolaires en font des futurs modèles d'intégration à la société israélienne. Justement, l'armée fonde énormément d'espoir sur la minorité bédouine, pour qui le service militaire n'est pas obligatoire. Ce programme revêt une importance capitale à la fois pour nous en tant que société israélienne, mais aussi pour la population bédouine en termes d'intégration dans ce pays, en termes d'égalité des droits et des devoirs. Nous avons à l'esprit d'élargir ce programme et d'ouvrir de nouvelles classes. Mais le programme Salamé ne serait pas possible sans le volontarisme de la communauté bédouine, à commencer par ses responsables éducatifs. Mahmoud est l'un d'entre eux. Au sein de la minorité arabe, nous sommes des précurseurs. Il n'y a eu aucune opposition des parents à ce plan. La présentation du projet a été très bien reçue. Aujourd'hui, il y a un nombre croissant d'élèves qui demandent à rentrer dans ce genre de classe et ça me donne pleine satisfaction. Les quelques 200 000 Bédouins qui peuplent Israël, de la Galilée jusqu'au désert du Negev, cherchent aujourd'hui une meilleure intégration pour surmonter leurs difficultés socio-économiques. Tsahal leur offre un premier levier. Qui sait s'il servira un jour à l'ensemble du secteur arabe israélien. Le président de l'autorité palestinienne est en visite officielle en Suède. Mahmoud Abbas est à Stockholm où il va officiellement inaugurer ce soir la toute première ambassade de l'État de Palestine sur le sol européen. La Suède ayant été le premier État européen à reconnaître totalement l'État palestinien. C'est demain que doit avoir lieu le sommet de Minsk consacré à l'Ukraine. Et François Hollande, le président français, a bon espoir d'aboutir à une solution. En attendant, un nouveau bombardement dans l'Est a tué des civils. Aujourd'hui, après que l'état-major de l'armée ukrainienne ait été visé. Julia Ganancia. Les 24 prochaines heures seront cruciales. Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko doivent se réunir mercredi à Minsk pour le sommet de la dernière chance. Objectif, mettre fin à 10 mois de guerre et entériner la crise diplomatique entre Russes et Occidentaux. Le président François Hollande a affirmé ce mardi qu'il s'y rendrait avec la ferme volonté d'aboutir à un accord de paix. La chancelière et moi-même, nous serons particulièrement actifs jusqu'au dernier moment de cette rencontre pour qu'il puisse y avoir un accord, un règlement global. Car sur le terrain, le temps presse. Le principal état-major de l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine a été bombardé ce mardi pour la première fois depuis le début de la guerre. Au moins 6 personnes ont été tuées dans cette attaque, portant à 20 morts le bilan des dernières 24 heures en Ukraine. Vous avez vu ce bombardement, mais qui tire sur des civils? Je ne comprends pas comment ce Poutine peut être encore considéré comme un être humain. Nous pleurons les enfants et tous les autres. L'armée ukrainienne est en mauvaise posture depuis des semaines et les rebelles pro-russes cherchent à prendre un maximum de terrain pour arriver en position de force à la table des négociations. Le plan de paix qui n'a pas été dévoilé vise à faire appliquer les accords conclus en septembre à Minsk. Une des questions litigieuses concerne le statut des territoires conquis par les séparatistes. Moscou insiste sur la constitution d'une fédération quand l'Ukraine ne parle que de décentralisation, craignant une tentative du Kremlin de s'assurer un droit de veto sur les décisions de Kiev. On va terminer avec cette étonnante découverte. Cela se passe dans la cordillère des Andes, la chaîne de montagnes imposante d'Amérique du Sud. L'épave d'un avion qui s'est crashé en 1961 et qui transportait une équipe de football comptant parmi les plus grandes stars de l'époque du football chilien, vient d'être retrouvé par des alpinistes. Cet accident avait traumatisé tout le pays et cette tragédie va donc ressurgir aujourd'hui, 54 ans après. Leslie Rezoug. Le mystère, enfin élucidé, plus d'un demi-siècle après le crash spectaculaire de l'avion de la célèbre équipe chilienne de Green Cross, des grimpeurs ont trouvé la carcasse de l'appareil dans les Andes, à plus de 300 km de Santiago, la capitale. C'est ce que montrent ces images de la télévision nationale filmées en direct dimanche. Après 4 jours à cheval et 2 d'escalade, les alpinistes ont trouvé les débris du Douglas DC-3 et des ossements humains parfaitement conservés à plus de 3200 mètres d'altitude. Il s'agirait des 34 passagers dont le célèbre attaquant argentin Eliseo Mourinho, l'entraîneur Arnaldo Vasquez et des proches de ce club de première division qui rentrait à Santiago après avoir disputé une rencontre au sud du pays.
Nous n'avons trouvé que des morceaux de la structure de l'avion qui avaient été à moitié enterrés. Il y a sûrement beaucoup d'histoires à découvrir sous ces roches. À l'époque du crash, des funérailles hautement symboliques avaient eu lieu. Et avec cette récente découverte, l'équipe de grimpeurs craint que les curieux n'affluent dans cette région reculée. Nous savons que des endroits comme celui-ci sont considérés comme des trophées. Cela attire les gens. Cela va certainement devenir un endroit très recherché. Mais pour le moment, les alpinistes refusent toujours de communiquer l'emplacement exact du crash. Seule promesse déjà faite aux familles et aux proches des 34 disparus. Ils se rendront avec eux sur place pour un ultime hommage aux victimes. Voilà, on va se retrouver dans un instant après la pause pour notre débat consacré à l'actualité évidemment des élections en Israël, scrutin qui a lieu le 17 mars prochain. Les derniers sondages qui marquent un resserrement très net entre le Likoud et le camp sioniste regroupant donc le parti travailliste et le parti de Tzipi Livni. Alors y a-t-il des conséquences à tirer par rapport à la polémique liée au discours devant le Congrès de Benjamin Netanyahou? On va évoquer tout cela dans un instant avec nos invités. Restez avec nous juste après la pause. À tout de suite.